Elif vient d'arriver. Oui. Allez-y. Du coup, moi, je m'appelle Gabriel, je suis en classe de première générale. J'ai pris spécialité SVT, mathématiques et physique-chimie. Ça fait à peu près 1 an que je suis à atelier, à sciences ouvertes. Et voilà, je vais laisser la main à Elif. Alors, moi, je m'appelle Elif Boulut, donc j'ai 15 ans et je suis en seconde générale et technologique. Je suis à Sciences Ouvertes depuis 2 ans, 2 ans et demi. Voilà, je laisse la parole à ma camarade Sarah. Donc moi, c'est Sarah, je suis en L2 Math Info et j'ai commencé mes premiers stages en première, donc ça fait 4 ans. Voilà. Donc maintenant, on va vous présenter notre présentation. Voilà. Elif, parle bien près du micro. Oui, merci de me le rappeler, France, j'avais oublié. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter tout d'abord donc le modèle SIR. Donc, c'est un modèle qui permet en fait Alors déjà, je vous invite à mettre en plein écran le fichier. Alors, donc en fait, je vais vous présenter donc des outils mathématiques qui permettent de calculer en fait l'évolution d'une épidémie. Donc moi, je vais vous parler du modèle SIR, donc qui est composé de 3 composantes. Donc tout d'abord la lettre S ici, donc qui représente les sains, la lettre I qui représente les infectés et la lettre R qui représente les personnes guéries et mortes de la maladie. Donc, je vais vous présenter les formules. Donc, je vais commencer par les infectés. Alors, tout d'abord, N+1, en fait, N, c'est un jour, et N+1, c'est le jour d'après. Donc, en fait, I de N+1, ça veut dire le nombre d'infectés au jour N+1. Donc, en fait, pour calculer cela, on va prendre les infectés de la veille, plus les nouveaux infectés. Donc, en fait, les nouveaux infectés, on les calcule donc grâce à un indicateur qui s'appelle bêta. Donc, en fait, bêta, c'est le taux de transmission de la maladie lors d'une journée. Donc, en fait, bêta, il est lui-même le produit de 2 facteurs. C'est-à-dire qu'on multiplie la proportion de contact entre les sains et les infectés dans une population P, parmi tous ceux qui sont possibles, fois la probabilité qu'un tel contact transmette la maladie. Donc ça dépend de la virulence du virus. Et on divise par P. Donc ce qui est divisé par P, c'est, on prend plutôt les 100 en fait, c'est en guise de proportion en fait. C'est pour dire en gros, on va infecter telle proportion de 100 parmi la population totale. Et voilà, et donc c'est une multiplication parce que les nouveaux infectés en fait dépendent de ces 3 paramètres en même temps. Donc s'il n'y a pas d'infectés, il n'y a pas de nouveaux infectés, et s'il n'y a pas de 100, il n'y a pas de nouveaux infectés non plus. Alors à tout ça, on soustrait I de N divisé par lambda. Alors en fait, lambda c'est le nombre moyen de jours durant lequel un individu est malade. Donc 1 sur lambda, c'est la proportion de personnes qui, enfin pas proportion, mais c'est 1 sur lambda, ce sont les personnes qui guérissent du coup. Et vu qu'on veut connaître la proportion de personnes qui guérissent parmi les infectés, on multiplie. Et donc on soustrait tout ça aux infectés, aux nouveaux infectés, quoi. Ensuite, je vais passer au calcul des sains. Alors en fait, les sains au jour N+1, donc ce sont les sains de la veille, moins les nouveaux infectés. Et enfin, les rétablis, donc les personnes guéries et mortes de la maladie. Donc ce sont les rétablis de la veille plus les personnes qui guérissent. Voilà. Alors, hop. Donc maintenant, je vais vous présenter le graphique qu'on a obtenu. Alors, en jaune, on a le nombre de morts. En orange, on a les infectés. En vert, les rétablis. Et en bleu, les personnes saines. Donc,
On a ajouté les morts. Alors même si la courbe n'est pas très, ne semble pas très croissante, enfin pas aussi croissante que les autres, le nombre de morts a quand même a quand même augmenté. On a quand même eu des milliers de morts. Donc pour calculer le nombre de morts, on utilise cette formule-là. Donc les décès au jour n+1. Donc ce sont la partie, enfin les rétablis, on va dire, donc les guéris et les morts au jour n fois t. Donc en fait t c'est un taux de mortalité lié à la maladie. Donc en fait c'est pour savoir combien de personnes sont mortes parmi les R. Et du coup les paramètres de base, donc lambda 14, bêta 0,2 et R0 2,8. Donc le R0 c'est ma camarade qui va vous présenter ce que ça signifie. Hop. Et donc, on obtient ces données-là. Alors la population reste constante parce qu'on compte également les morts pour la population totale. Et donc ça, ce sont les premiers jours de l'épidémie. Donc, on peut voir le nombre d'infectés, et le nombre de rétablis croître, ainsi que le nombre de morts. Et donc voilà, donc c'est pour ça que la courbe des morts ne paraissait pas très croissante parce que les nombres sont plus petits que les nombres d'infectés et les rétablis, etc. Donc là, je laisse la parole à ma camarade Sarah. Sarah, faut que tu actives ton micro, hein. Ça marche mieux avec son micro. Pardon, excusez-moi. Donc maintenant, je vais vous présenter le R0. C'est une notion qu'on a vraiment beaucoup entendu parler en ce moment. Donc le R0, d'abord, c'est le taux de transmission de la maladie, ou donc le taux de reproduction. Donc en fait, c'est tout simplement le nombre de personnes qu'un individu malade va infecter. Donc si le R0 il vaut 2, ça veut dire qu'il va en moyenne infecter 2 personnes, et puis etc. 4 ou 16. Donc ce taux, c'est vraiment un paramètre qui va beaucoup aider pour connaître le virus, donc pour savoir s'il est dangereux ou pas. Donc il a un seuil à 1, donc c'est-à-dire que si la maladie a un R0 supérieur à 1, ça va provoquer une épidémie. Par contre, en revanche, s'il est inférieur à 1, il n'y aura pas d'épidémie, il y aura quasiment personne qui va être malade. Donc la maladie va toute seule descendre. Donc pour trouver le R0, donc si on reprend les mêmes paramètres qu'on a utilisés pour le modèle SIR, donc c'est bêta fois lambda. Donc c'est-à-dire en fait c'est le taux de transmission de la maladie lors d'une journée multiplié par le nombre moyen de jours que dure la maladie. Donc le taux de transmission, oui, on l'a dit, donc c'est la moyenne, le taux pour être malade lors d'un contact multiplié par le nombre de contacts. Mais donc on voit bien avec cette définition qu'on peut les diminuer en faisant des gestes, donc les gestes barrières, entre autres donnés par le gouvernement. Donc le nombre de contacts, c'est juste respecter les distances, ou bien arrêter quand on se dit bonjour, de serrer la main ou des choses comme ça, et diminuer le taux de transmission lors d'un contact, c'est se laver les mains, porter un masque, ça aide aussi pour le diminuer. Donc il faut vraiment respecter ces consignes pour faire diminuer ce taux. Et donc justement, on voit que ces consignes, elles ont vraiment eu un impact sur le R0 depuis le début, parce que au début, avant le confinement, on avait donc là un taux R0 environ 2,8, donc environ 3, et avec toutes les mesures qu'on a suivies, il est devenu à 0,6. Donc si on reprend le seuil que j'ai parlé avant, avant à 2,8, c'était une épidémie. Donc voilà. Alors que maintenant, c'est devenu, c'est plus une épidémie avec le taux inférieur à 1. Donc ça ne veut pas dire que ça sera vraiment, l'épidémie est finie. C'est juste que si on continue vraiment à respecter les consignes, la maladie risque de s'arrêter toute seule. Donc maintenant, justement, on voit vraiment l'impact avec des graphiques du R0. Alors, j'ai repris les mêmes données qu'on avait pris pour le modèle SIR qu'on a fait pour vraiment le Covid-19, et j'ai changé la durée moyenne de la maladie. Donc là, elle est passée à 2. Et donc, dans ce graphique, il n'y a pas le nombre de seins parce qu'il était tellement énorme
qu'on voyait pas les autres données. Et donc en fait, on voit que le nombre d'infectés, au bout de 3 jours, il arrive quasiment à 0. Enfin, il y a vraiment quasiment plus personne, et donc on voit bien qu'une maladie avec un taux R0 inférieur à 1, bah, elle s'arrête toute seule. En revanche, là, j'ai modifié le taux de transmission d'une journée, donc il est à 0,7 et on a un taux R0 de quasiment 10. Alors là, par contre, c'est vraiment tout l'inverse. On a énormément de personnes infectées et on a aussi surtout quasiment toute la population qui va à un moment être malade. Et donc, on voit bien que le R0 a vraiment une importance sur le nombre de personnes, et c'est aussi lui qui va faire que le pic qu'on voit ici, il va être important ou pas. Voilà. Et donc maintenant, on va vous présenter le modèle SEIR. Et du coup, le modèle SER, c'est un modèle comme le modèle SER, avec des compartiments. Mais cette fois-ci, on va rajouter un 4e compartiment, qui seront les personnes infectées, mais qui seront pas contagieuses. Exposed en anglais. Alors, pour ce faire, on reprend les mêmes formules que le modèle SIR, avec le bêta, qui est, rappelons-le, le taux de transmission de la maladie sur une journée, la probabilité de donner la maladie sur une journée. Sauf que cette fois-ci, quand on va attraper la maladie, on va pas passer vers les infectés, mais on va devenir un exposed. Après, on rajoute un autre taux, qui cette fois est alpha, qui va définir le nombre de personnes qui vont développer la maladie, qui vont être contagieuses. Après, encore une fois, on enlève, comme dans le modèle SIR, on enlève un nombre de personnes infectées multiplié par la durée de la maladie, l'inverse de la durée de la maladie. Après, vu qu'on veut faire un modèle toujours plus précis, on ajoute le nombre de naissances nues et on enlève des morts naturelles qui sont donc hors maladie. Alors, on va se pencher un petit peu sur les équations. Donc, comme l'a dit Elif, N plus 1, c'est le nombre de saints au nombre d'après. Du coup, pour calculer S de N plus 1, on prend le nombre de saints de la veille, auquel on enlève les personnes qui vont avoir la maladie. Du coup, bêta fois S fois I fois P, divisé par P, pardon. Avec bêta, le taux de transmission sur une journée. S, le nombre de saints, et I, le nombre d'infectés. Et on divise par P pour avoir une proportion de nombre de saints, auquel on rajoute le taux de natalité multiplié par la population totale, car toute la population peut se reproduire, et auquel on enlève le nombre de personnes qui vont mourir autre de la maladie dans les seins. Après, pour le E, donc pour ceux qui sont lors de la période d'incubation, ça va être, on prend le nombre de E au jour précédent. On rajoute les personnes qui ont attrapé la maladie. Du coup, c'est toujours la même chose. Auquel on enlève les personnes qui vont devenir infectieuses, qui vont pouvoir transmettre la maladie. Ces personnes, c'est alpha. Du coup, c'est un taux qu'on va inclure et qui reste à calculer. Et on multiplie par le nombre de personnes. Voilà, comme ça nous donne le nombre de personnes qui va devenir infectées. Et encore une fois, on enlève les personnes qui vont mourir autres que la maladie. Après, pour le nombre d'infectés, on prend IN plus 1, du coup, le nombre d'infectés au jour d'après, c'est le nombre d'infectés au jour précédent, plus ceux qui vont avoir la maladie, enfin, ceux qui vont découvrir les symptômes, enfin, plutôt qui vont devenir infectieuses, auxquels on enlève les personnes qui vont guérir, pareil que pour le modèle SIR, c'est le nombre d'infectés divisé par la durée de la maladie. Et encore une fois, comme pour tous les quartiers, on enlève les morts naturelles hors maladie. Et après, pour ceux qui sont rétablis, c'est le nombre de personnes de la veille, plus ceux qui sont guéris, moins encore une fois ceux qui morts autres que la maladie.
Après, on a fait des tableaux Excel, du coup, avec ce modèle plus poussé. Comme on peut remarquer, si on prend là, on a pris les véritables données du 3 avril. Et si on se réfère aux données qu'on avait sur le précédent tableau Excel du modèle SIR, ce sont à peu près les mêmes données. Du coup, ça montre que le modèle SIR est quand même plutôt fiable. On peut remarquer aussi que au début de l'épidémie, la croissance de la population française reste positive. Là, par exemple, il y a des morts, il y a 123 morts, alors qu'ici, il y a 201 personnes qui sont mortes, enfin qui sont nées, pardon, autant pour moi. Et par contre, cela ne sera pas vrai à la suite de l'épidémie, car le nombre de morts croît exponentiellement, alors que la population croît, elle, proportionnellement. On a fait quelques graphiques en utilisant toujours les mêmes données que pour le modèle SIR, c'est-à-dire un R0 égale à 2,8 et qui est dû à un bêta de 0,2 et une durée de la maladie de 14. On a mis on a pris un alpha de 0,3 qui correspond à peu près à la maladie du coronavirus, et on a pris les véritables données hors confinement du taux de natalité, du taux de mortalité naturelle, enfin hors la maladie du coup. Après, on peut observer que ici, attendez, il y a en jaune, c'est le nombre de rétablis, en bleu, c'est la population saine, et en gris, c'est le nombre d'infectés, et en orange, c'est le nombre de E, et en bleu foncé, c'est le nombre de morts. On observe que le nombre de E a un petit peu une avance qui nous prévient du nombre d'infectés. On observe aussi que, contrairement au modèle SIR, il y aura quasiment toute la population plus de 90% de la population qui sera infectée. Et on observe aussi que les taux de natalité et de mortalité ont très peu d'influence sur la courbe. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour et c'est la fin de l'exposé. Merci d'avoir écouté. Merci. Merci à vous et bravo. Effectivement. Alors, il y a sans doute des questions. Donc, on est prêt à prendre des questions. Les personnes susceptibles de poser des questions, vous pouvez vous connecter avec vos micros si vous voulez. Mais de préférence, essayez d'utiliser aussi la discussion publique. Donc voilà, on est prêt à écouter vos questions. On a été super clair. Il n'y a pas de question. Quelles sont vos prévisions pour l'avenir? Comme on a pu le voir, il y avait quand même un nombre de morts conséquent, qui était de 500. Enfin, ici, là, c'était 500 000 si on prolongeait le tableau Excel ici. On obtenait 500 000 après plus de 200 jours. Du coup, c'est quand même conséquent. Et du coup, on a bien fait de confiner. On n'est pas confiné pour rien, quoi. Oui, parce que là, les données qu'on a, ça prend en compte avant le confinement et on ne prend pas du tout en compte le confinement. Donc, en fait, nos modèles, là, finalement, ne sont plus maintenant fiables à la réalité. Ils l'étaient avant le confinement. Il me semblait que dans le tableau Excel que vous travaillez, il y avait la possibilité de changer les coefficients en cours de route. C'est-à-dire, on pouvait ajuster précisément à des variations du bêta ou du lambda du confinement, par exemple. Oui, mais à vrai dire, on n'a pas vraiment fait ça parce qu'on avait changé un petit peu le tableau Excel et on avait mis des valeurs qui étaient... voilà, exactement. Parce qu'effectivement, si ça évolue pas aussi dramatiquement que ça, c'est qu'on a changé les choses. On a changé les coefficients en intervenant. Donc, j'ai une question de Jacques. Est-ce que vos deux modèles sont en accord avec les résultats réels? Du coup, c'est ce qu'on vient de dire. Au début, les premiers jours, donc on va dire à peu près au moins jusqu'au 15 là, dans les graphiques, c'est réel.
Et après, avec les données du confinement, ça a fait que justement le R0 a été diminué. Et donc maintenant, c'est plus tout à fait réel, vu que justement, comme j'ai expliqué, le R0 il est passé quand même de 2,8 à 0,6. Donc les graphiques ne devraient pas être les mêmes. Alors du coup, moi j'ai une question. Mais en fait, vos données du 3 avril correspondent à peu près à la réalité. Or, le confinement a commencé le 11 mars. Comment vous expliquez alors? Il y a une période d'incubation à la maladie, c'est tout simple, c'est comme avec les deux. C'est-à-dire que si on va être contaminé, par exemple, le 11 mars, on va pas forcément développer les symptômes le 12 mars. D'autant plus qu'au début du confinement, il ne se laisse qu'une quinzaine de jours et c'est à peu près la durée que met la maladie à se propager. Hein. C'est ce qu'on a bien vu en Chine. On a vu très clairement à chaque fois, c'est à peu près 20 à 30 jours après le début des confinements qu'on atteint le pic et que ça commence à décroître. Auparavant, c'est toutes les périodes d'incubation et de contagion qui sont liées à la forte proportion d'infectés qui se manifestent. Je crois qu'on a une deuxième question de Jacques. Vous voulez répondre ou je réponds? Vas-y. Dis la question. Quels sont les critères les plus importants pour diminuer le nombre de morts? R0 ou bêta ou etc. Je pense que comme l'a montré Sarah, plus on diminue le R0, plus moins il y aura d'infectés, donc moins de morts. Mais après, sachant que R0 dépend de bêta et de lambda, en diminuant bêta et en diminuant lambda, on diminue R0, donc le nombre de morts. Bien. Je ne sais pas si j'ai été clair. Très clair. Et pour être plus précis, bêta, lambda, on peut pas forcément diminuer les deux parce que lambda, c'est par rapport à la maladie, c'est le nombre de jours que la maladie reste. Donc ça, c'est quelque chose on peut pas vraiment y toucher. Enfin, c'est vraiment très biologique. Donc bon, mais par contre, justement, le bêta, on peut le diminuer. Mais alors là, je peux peut-être préciser. Bon, les modèles qui sont là sont quand même des modèles relativement simples. Les professionnels utilisent des choses avec beaucoup plus de paramètres. Hein. On peut en fait agir sur le lambda, mais dans un modèle peut-être un peu plus compliqué. C'est-à-dire les malades, on les isole. Du coup, ils sont plus contagieux. Alors, ils ne sont pas encore rétablis dans un sens, mais pour ce modèle-là, ils sont rétablis. Et ça reviendrait exactement à diminuer la durée de la maladie, en tout cas la durée de contagion. Si vous rattrapez les malades au bout de 4-5 jours, vous diminuez le lambda à 4-5 jours. Et donc, voilà, le suivi des tests, c'est aussi important que les mesures de distanciation. Jacques a dit que vous étiez très clair. Mais en tout cas, bravo, hein, les élèves, c'était pas mal, hein, c'est même bien, j'ai trouvé. Merci à vous. Et je vois Nélan qui dit effectivement, voilà, moi aussi, je suis d'accord. Bravo, et continuez comme ça. Et si on avait eu des explications comme ça à la radio, à la télé, bon, bien sûr, c'est pas très facile à suivre toujours, mais c'est vrai que ça aurait aidé beaucoup de personnes à y voir clair. En tout cas, vous avez eu la volonté d'essayer d'y voir clair par vous-même, et ça, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire, hein. C'est ce qui est important. Pas se contenter d'écouter les avis à droite et à gauche, mais aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière les chiffres, qu'est-ce que ça signifie. C'est vraiment une attitude. Il faut pas avoir peur des sciences. Il faut oser s'y confronter, oser aller voir dedans, fouiller, chercher, essayer de comprendre. Moi, je vous dis bravo, c'est l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Et merci à ceux qui ont posé des questions aussi. Et on va arrêter là. Je vais arrêter d'enregistrer.